Parce qu'il y aura retour à une vie normale, le Dr Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec, est avec nous. Dr Weiss, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Qu'est-ce que vous pensez néanmoins du 1013 cas au Québec? C'est quand même des bons importants et on parle de transmission communautaire maintenant. C'est certain qu'au Québec, il y a de la transmission communautaire, il y a des éclosions qui sont reliées à des événements assez précis, où il y a eu des foules qui se sont amalgamées. Donc, c'est clair que là, on est dans la zone de transfert d'infection d'une personne à l'autre à l'intérieur de notre communauté. Donc, ça a des implications importantes parce que maintenant, on ne peut plus considérer les voyages comme des facteurs de risque ou des contacts avec des voyages comme des facteurs de risque. Donc, l'approche qu'on a d'un point de vue clinique dans la vie de tous les jours, c'est que tout le monde qui se présente avec des symptômes compatibles avec l'infection par le COVID-19 est potentiellement un cas et donc il faut avoir une approche qui va être différente. Alors oui, on rentre dans notre zone, si vous voulez, chaude en ce qui concerne l'épidémiologie et il va falloir vraiment, comme a dit M. Legault, qu'on respecte les consignes qui sont données par le gouvernement. Il faut que les gens gardent ce contexte et ce concept en tête. Vous savez, on parle beaucoup de un concept qu'on appelle ICE, là, qui veut dire que c'est informer, de communiquer, de coordonner, de combattre le virus et de l'éliminer. Alors il faut que tout le monde mette la main à la pâte, c'est vraiment le rôle qu'on a comme citoyen, comme professionnel de la santé, mais aussi comme citoyen. Et comme professionnel de la santé, est-ce que vous êtes rassuré quand on a réitéré en conférence de presse aujourd'hui à Québec qu'on allait mieux protéger et donner des mots d'ordre? Parce que dans des urgences normales, parce qu'on s'était dit, on va mieux protéger les gens qui sont dans des hôpitaux, à l'hôpital Juif de Montréal et d'autres, qui sont dédiés, là, qui recevront des cas de COVID, mais il y a des gens qui se présentent partout. Êtes-vous rassuré sur la protection du membre du personnel? D'abord, on ne doit jamais mieux protéger un hôpital qu'un autre. Il faut protéger tout le monde de la même façon. Et donc, que vous soyez à l'hôpital général juif ou ailleurs, il n'y a pas de différence. L'hôpital général juif, on a, nous, décidé à un moment donné d'augmenter nos mesures de protection vu l'épidémiologie qu'on voyait et qui était évidente devant nous. Vous savez, c'est comme une guerre où il y a un aspect stratégique et il y a un aspect tactique. Et quand vous êtes dans un aspect tactique, il faut savoir comment vous adapter au terrain. Alors oui, il faut protéger les travailleurs de la santé. C'est la clé du système. Si on n'a pas de travailleurs de la santé, il n'y aura personne qui va pouvoir donner des soins aux patients. Et il faut comprendre que la protection, c'est pas juste des masques, c'est pas juste se laver les mains, c'est pas juste du triage. C'est un ensemble de mesures et c'est ça qui est important à faire et à mettre ensemble. Mais est-ce que c'est assez bien établi? Est-ce que le plan est clair sur le terrain? Il faut que le plan soit clair sur le terrain. L'est-il, d'après vous? En tout cas, je peux pas juger des autres établissements. Il est clair dans le mien, parce que celui-là, je le vois puis je le vis tous les jours. Et c'est sûr qu'il y a toujours des petits attachements à faire ici et là. On n'aura jamais une note parfaite pour rien du tout. Mais il faut que le plan soit clair. Il faut qu'on protège les travailleurs de la santé de porter des masques lorsqu'on travaille dans une urgence dans le contexte actuel. C'est un masque. De toute façon, vous avez juste à regarder les images des gens qui nous ont précédés dans les autres pays. Puis j'ai contacté des gens dans d'autres pays. Puis regardez comment les gens sont préparés, comment ils vont, si vous voulez, faire face dans les urgences à cette menace-là. Comment vous voyez les 3 prochaines semaines de pause au Québec? Comment vous voyez l'évolution de la courbe? Comment vous voyez justement l'armée là, qui est en guerre contre l'ennemi qui est arrivé? Là? Alors, là, c'est sûr qu'on va rentrer dans le nerf de la guerre et on va rentrer dans la bataille chaude dans les prochaines semaines, c'est clair. Le nombre de cas va continuer d'augmenter, le nombre d'hospitalisations va augmenter, le nombre de cas aux soins intensifs va augmenter. La question, c'est de savoir de combien il va augmenter. Est-ce qu'on va avoir les ressources pour faire face à cette augmentation en préservant les travailleurs de la santé, parce que n'oubliez pas que s'il y en a qui tombent malades, il faut les remplacer par quelqu'un d'autre, et aussi en s'assurant que la majorité des patients vont pouvoir passer au travers. Et je vous dirais que les prochaines semaines vont certainement être difficiles, elles vont être déterminantes. C'est vraiment important que si les gens se demandent qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer la situation, quelle peut être ma contribution à ça? Mais votre contribution, c'est de faire exactement ce qu'on vous dit, c'est-à-dire de ne pas sortir, de rester en confinement, d'écouter les mesures que M. Legault vous a données. C'est ça que vous pouvez faire. Mais êtes-vous optimiste quant à la capacité des hôpitaux de faire face à la demande?
Je suis optimiste quant à la capacité qu'on va passer au travers de la pandémie, parce que c'est la raison de l'histoire. On est passé à travers toutes les pandémies dans l'histoire. Donc, il y aura un avant et un après. Alors, on va passer au travers. Est-ce qu'on va passer au travers? Comment? Ben, la question, on vous répondra dans 3 semaines, mais il va y avoir des moments difficiles, certainement. Quelques questions du public, Dr Weiss. Marie-Paul Primo vous demande pourquoi certaines personnes développent des complications sérieuses, voire mortelles, alors que d'autres n'ont que des symptômes légers. Alors, c'est difficile de dire, mais moi, je pense qu'il y a définitivement une cause génétique à ça, parce que vous avez juste à regarder ce qui se passe. Vous voyez que dans le sud de l'Europe, en Méditerranée, donc en Espagne, en Italie, vous avez beaucoup de cas avec beaucoup de cas sévères et beaucoup de mortalité. C'est pas parce que les hôpitaux italiens ou espagnols sont mauvais, au contraire, certains sont même très bons. Vous avez la France qui est un pays avec on va dire, une espèce de bassin génétique un petit peu différent, donc un bassin plus mélangé, qui est un peu entre les deux, et vous avez l'Europe du Nord, vous avez aussi beaucoup de cas avec beaucoup moins de mortalité. Donc, est-ce qu'il y a une explication génétique qui ferait que vous allez avoir une différence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud? Vous savez qu'en Chine, on a déjà dit qu'il y avait peut-être des associations entre la sévérité et certains groupes sanguins. Donc là, il va falloir trouver la raison pourquoi certains groupes sont probablement génétiquement prédisposés à faire une maladie plus sévère que d'autres. C'est intéressant. C'est intéressant. Julie Monplaisir vous demande, je suis en congé de maternité, mon conjoint travaille pour un service essentiel. Y a-t-il davantage de précautions à prendre pour protéger les très jeunes bébés? Non, pas vraiment. Je vous dirais, il n'y a pas eu de notion que les très jeunes bébés sont vraiment plus à risque